L'économie est à l'honneur dans ce numéro de Sans Réserve. Notre invité est l'initiateur des conférences Risque API, une plateforme de discussion entre acteurs majeurs du monde économique et financier africain en ligne de mire des sujets sur la santé de l'économie, ici l'économie ivoirienne, un exercice dirigé par le président, directeur général de la première agence de notation de l'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, dont le siège est basé ici à Abidjan. Stanislas Zézé a une riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels, acquise dans des institutions internationales telles que la Banque mondiale à Washington. Créée il y a 14 ans, comment se porte la première agence de notation financière d'Afrique francophone? À quelques jours de la conférence Risque API Côte d'Ivoire, comment se porte l'économie nationale, ses performances, ses forces, ses faiblesses et les opportunités d'investissement? Autant de questions, autant de sujets que nous soumettrons à Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation. Stanislas Zézé, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Alors j'imagine qu'à quelques jours de cette conférence Risque Pays, on a un peu de pression. Non, c'est quand même la 6e édition, donc on est habitué. C'est cela. Évidemment, il y a des détails logistiques à régler, sinon, non, pas de pression. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Stanislas Zézé fait partie de ceux qu'on citerait dans la catégorie des modèles de réussite en Côte d'Ivoire. Motivé par la volonté de fournir une grille d'analyse du risque pays, fidèle aux réalités des pays africains, pour la plupart aux économies fragilisées, cet homme des finances, créé en 2007, son entreprise Bloomfield Investment. Après des débuts difficiles, il est aujourd'hui une référence continentale en matière de notation financière. Avec plus de 2000 notations et un portefeuille de plus de 100 entités, son entreprise est présente dans une vingtaine de pays africains, 2 européens, et intervient dans les 5 catégories que sont les institutions financières, les instruments financiers, des entreprises commerciales et industrielles, des entreprises publiques et des collectivités locales, pays. Concernant cette dernière catégorie, Stanislas Zézé a initié depuis 2017 pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, les conférences Risque Pays. Une rencontre annuelle des acteurs des finances, issus aussi bien du secteur public que privé, avec comme objectif d'établir une cartographie de risques et mettre en avant les atouts, opportunités et axes d'amélioration afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. Avant de se hisser à cette position, Stanislas Zézé a étudié à l'Université de Michigan aux États-Unis, où il a obtenu un MPA, Master of Public Administration, avec spécialisation en gestion des risques financiers et en planification stratégique pour le développement économique. Il devient par la suite conseiller de l'un des vice-présidents de la Banque mondiale en sa qualité de senior risk analyst. De retour en Afrique, il intègre la BAD, Banque africaine de développement, en qualité de senior country credit officer. En 2016, il fait la couverture du magazine Forbes Afrique et reçoit en 2018 le prix du meilleur financier de l'année. Il est décoré officier de l'Ordre national de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire en août 2019, une success story dans laquelle l'a toujours accompagné son épouse, Jeanne Sissoko Zézé. Stanislas Zézé, vous avez l'habitude de nous dire que la notation financière est un instrument qui permet d'évaluer la qualité de crédit des entreprises, des États, adresser la capacité des États ou institutions à remplir leurs engagements, ramener à la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où vous vous apprêtez à dévoiler le rapport risque pays 2022. Est-ce que les choses ont fondamentalement changé entre 2021 et 2022? Oui, effectivement, les choses ont changé, de façon positive d'ailleurs. Heureusement. Heureusement, oui, de façon positive. Je ne vais pas dévoiler la note de la Côte d'Ivoire cette année. Je laisserai ceux qui participeront le 2 juin découvrir cette note. Mais ce que je peux dire, c'est que sur tous les critères d'évaluation, il y a une progression très sensible d'ailleurs, sur le climat des affaires, sur la performance macroéconomique, la gestion des finances publiques, le climat socio-politique et le secteur financier. Donc il y a eu une amélioration sensible qui fait passer la Côte d'Ivoire dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie, on sera loin des 5,6 de l'année dernière? Oui, assez loin. Assez loin? 5,7. 5,7? On passe vraiment dans une autre catégorie. D'accord. Une autre catégorie, ça veut dire quoi?
Quelles sont les forces de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Écoutez, comme je vous ai dit, hein, les 5 critères sur lesquels nous évaluons la Côte d'Ivoire se sont améliorés de façon significative. Je crois que la crise de Covid-19 a été une expérience assez intéressante pour la Côte d'Ivoire parce que ça a éprouvé sa résilience et la Côte d'Ivoire s'est montrée très résiliente par rapport aux autres pays africains. D'ailleurs, en 2020, elle a quand même fini l'année avec 2% pendant que les autres étaient en récession. Et donc, c'est une très bonne performance dans ce contexte-là. Et cette année, nous estimons le taux de croissance de 2021, donc qui est estimé aujourd'hui à 7,4. Donc, c'est une progression significative dont nous sommes véritablement en train de rentrer dans un redécollage économique qui dit son nom. Alors, dans ce rapport risque pays, vous évoquez les forces, vous venez de les évoquer, mais vous évoquez aussi et surtout les faiblesses et les opportunités d'investissement. Il y a tout de même des faiblesses. Bien sûr, je pense que les faiblesses demeurent les mêmes d'année en année et c'est pourquoi il est extrêmement important que les autorités de ce pays jettent un regard assez important là-dessus. Notamment, l'éducation demeure une faiblesse, la santé également. L'éducation, je crois que la problématique, c'est peut-être pas le fait que ce soit une priorité ou pas. Parce que quand vous regardez le budget de la Côte d'Ivoire, l'éducation a le plus gros poste, il me semble. Donc ce n'est pas une question de budget, c'est peut-être une question de méthodologie, une question de stratégie. Peut-être que la méthodologie utilisée ne correspond peut-être plus au type d'étudiants ou au type d'élèves que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, au type d'environnement. Ce qui est une évolution de l'environnement qui doit être adapté au type de système éducatif qui est mis en place. Donc c'est vraiment ces deux faiblesses structurelles finalement qu'il est important d'adresser. Il y a d'autres faiblesses, mais ces deux-là sont les faiblesses majeures. Alors, Stanislas Zézé, est-ce que vous avez vous attachez du prix notamment à un secteur, par exemple celui de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire? Que dit votre rapport risque-pays justement sur l'industrialisation du pays? Vous savez, je crois qu'un des avantages de la Côte d'Ivoire, c'est le fait que la Côte d'Ivoire a compris très rapidement qu'il fallait diversifier son économie. Donc c'est une économie qui est très diversifiée, ce qui d'ailleurs lui donne cette opportunité d'absorber facilement les chocs extérieurs, donc d'être résilient. Maintenant, la deuxième étape aujourd'hui, c'est de passer maintenant à la transformation de l'économie, qui permettra de renforcer cette résilience et surtout assurer une indépendance économique. Je crois que la pandémie a bien montré la faiblesse de la majorité des pays économiques qui ne sont pas autosuffisants finalement, qui importent quasiment tout ce dont ils ont besoin. Et donc, la transformation dans l'industrialisation aujourd'hui n'est même pas un luxe, c'est une obligation, c'est une question de survie. Personne ne dit qu'une crise comme celle-là ne se produira pas bientôt ou dans quelques années ou dans des décennies. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que ce processus d'industrialisation commence. C'est vrai que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on est obligé de prendre en considération l'environnement, donc il y a une réflexion à mener pour une industrialisation qui prendra en considération justement la protection de l'environnement, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu une nécessité absolue. Mais je pense que vous verrez dans le rapport que les autorités ivoiriennes ont commencé à se pencher là-dessus, mais à mon avis, c'est encore timide. Il est absolument nécessaire d'accélérer ce processus-là. Est-ce qu'il y a des freins justement à ce processus qui nous permettraient d'aller vers cette industrialisation à laquelle la plupart des jeunes ivoiriens rêvent? Parce que l'industrialisation, évidemment, est porteuse d'emplois et tout le reste, vous le savez. Non, je crois qu'il n'y a pas spécialement de freins et il faut que la volonté politique soit peut-être plus accentuée et investir beaucoup aussi dans la recherche et le développement. Parce que je crois que malheureusement, beaucoup de pays, en l'estat de la Côte d'Ivoire, attendent toujours ce fameux transfert de technologie. Mais personne ne transférera cette technologie. À un moment donné, il est important d'investir dans votre recherche et développement pour créer votre propre technologie. Donc je crois que les freins au développement sont généralement les pays qui se les mettent eux-mêmes. Il faut avoir une stratégie qui prenne en considération les réalités du pays et de rentrer dans une logique de le faire de façon indépendante. C'est-à-dire que, comme je dis, personne ne transférera sa technologie. Il ne faudrait pas attendre que les autres vous transfèrent des technologies, mais plutôt investir
dans la recherche et le développement pour créer votre propre technologie. Stanislas Zézé, beaucoup d'entre les jeunes Ivoiriens qui nous suivent ce soir souvent entendent parler d'une notion, mais ne savent pas ou ne perçoivent pas la profondeur de cette notion. C'est la notion de transformation structurelle de l'économie. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ce soir à nos téléspectateurs? Ben justement, tout à l'heure, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Transformer structurellement l'économie, c'est déjà changer de paradigme économique. Nous sommes des économies de rente. Les pays africains sont généralement des économies de rente et c'est maintenant les transformer en des économies productives, industrielles. Déjà, la première chose, c'est de formaliser les économies. La majorité de ces économies sont informelles à 80%, 90%, ce qui pose beaucoup de problèmes. Déjà, si vous regardez, tout ça est lié même à la fiscalité de ces pays qui généralement sont décriés par le secteur privé parce que vous avez très peu de gens qui subissent cette fiscalité. Pardon. On y est arrivé. Même quand ce ne sont pas des taux qui sont extrêmement élevés, ça pèse tout de même. C'est vrai que les taux sont quand même élevés dans beaucoup de cas, mais il s'agit de formaliser l'économie de sorte à pouvoir avoir une base fiscale beaucoup plus large. Formaliser, ça veut dire permettre aux PME, aux très petites entreprises... C'est-à-dire qu'il faut que les PME qu'elles soient enregistrées, qu'elles payent leurs impôts, qu'elles soient identifiées. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il me semble que tous les autres pays qui se sont développés l'ont fait. Et toutes ces sociétés qui sont dans l'informel sont répertoriées de toute façon parce que leur production et leurs activités sont prises en compte dans le PIB. Donc, elles sont répertoriées, on sait où elles sont. Et à un moment donné, je crois qu'il est extrêmement important de se pencher là-dessus parce que ça devient une nécessité. Donc, cette transformation, justement, de modèle économique va expliquer cette transformation structurelle de l'économie qui part d'une économie de rente à devenir une économie qui soit une économie industrielle. Stanislas Zézé, quand vous analysez la santé économique d'un pays, qui sont vos interlocuteurs, dans le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, le gouvernement, le chef de l'État? Ce sont les capitaines d'entreprise, c'est l'administration, c'est la société civile, ce sont les ONG, c'est quasiment tous les acteurs de l'économie. Parce que nous faisons une évaluation très large, une évaluation macro de tous les paramètres que nous pensons qui pourraient avoir un impact sur la cartographie de risques. Donc cette cartographie des risques, elle est très variée et très diversifiée. Et vous verrez que le rapport, il est très détaillé. C'est un rapport quand même de 35 pages. Et je crois que ce qui est extrêmement important dans ce processus, c'est que l'analyse vient de l'intérieur. Donc évidemment, il y a des nuances à faire quand vous faites une analyse de risque d'investissement. Il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre un certain nombre de paramètres pour avoir une analyse qui soit pertinente. En effet. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons créé ces conférences risque pays pour dire que depuis, dans le passé, les analyses de risques sur le continent étaient faites par les entreprises et des structures expatriées qui, généralement, ne maîtrisent pas l'environnement parce que sont eux-mêmes dans une logique de biais culturel qui fait qu'ils vont interpréter certaines données ici dans un contexte de pays développés, ce qui n'est pas approprié. Une situation de risque en Côte d'Ivoire peut ne pas être une situation de risque en France si vous la déplacez, évidemment, ou aux États-Unis. Donc, c'est en ça que ces analyses faites par Bloomfield sont très pertinentes. Et d'ailleurs, je crois qu'au fil du temps, vous avez bien remarqué que de plus en plus, il y a un vrai engouement autour de ces conférences-là. Stanislas Zézé, vous avez lancé cette entreprise il y a 14-15 ans aujourd'hui. J'imagine que vous êtes une fierté pour les Ivoiriens, pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà été reçu par les autorités du pays pour justement vous signifier toute la fierté qui est la nôtre de vous avoir en Côte d'Ivoire? Je pense que le fait que j'ai été décoré est déjà une reconnaissance. Et ma plus grande reconnaissance, en réalité, pour moi, c'est l'accessibilité que j'ai aux différentes autorités ivoiriennes, de beaucoup de pays africains d'ailleurs avec qui on travaille. Ça montre bien qu'il y a une considération du travail que nous faisons, il y a
un respect du travail que nous faisons. Donc nous avons accès à quasiment toutes les autorités quand nous voulons travailler. Et il y a une disponibilité de ces autorités-là et une participation. Et je crois qu'aujourd'hui, ces autorités ont compris l'importance et la pertinence d'avoir une agence panafricaine. D'ailleurs, le président Macky Sall l'a bien signifié il y a 2 semaines à Dakar, quand j'y étais pour une conférence avec lui, qu'aujourd'hui, les leaders africains se disent qu'il est extrêmement important de se pencher sur les institutions africaines qui analysent le risque sur le continent, parce qu'elles maîtrisent mieux le risque sur le continent. Tout à fait. Alors, vous souhaitez ne pas en parler, je peux le comprendre, hein, mais vous nous donnerez peut-être quelques indices. La Côte d'Ivoire, je l'ai rappelé en début d'émission, s'en est sortie l'année dernière avec une note globale de 5,6 sur 10 en 2021, 5,7 en 2020. Cette année, vous l'avez annoncé, on doit s'attendre à une embellie. Vous avez parlé de nouvelle catégorie. Voilà, je vous dirais, la Côte d'Ivoire est passée de la catégorie risque modéré à la catégorie risque faible. D'accord. Voilà, vous avez différentes catégories sur l'échelle de notation du risque pays. Donc, de 0 à 2, on est dans un risque systémique. Nous ne conseillons pas aux gens d'investir dans des pays qui sont entre 0 et 2. En 2 et 4, nous sommes dans des risques élevés. Ceci dit, certaines mesures peuvent être mises en place pour limiter les risques d'investissement. Entre 4 et 6, nous sommes en risque modéré, où il n'y a pas de frein particulier d'investissement. Entre 6 et 8, nous sommes en risque faible. Et nous conseillons dans cette catégorie de venir investir dans le pays. Et entre 8 et 10, nous sommes dans une logique de risque quasiment inexistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire économiquement se porte très bien. La Côte d'Ivoire économiquement est un pays qui performe très bien. Très bien, et elle a prouvé sa résilience. Le seul bémol, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui performe très bien, mais structurellement est une économie qui est quand même fragile. Ça veut dire quoi? Elle est fragile parce que quand vous regardez le tissu économique de la Côte d'Ivoire, 98% de ce tissu économique est constitué de PME. Cependant, ces PME ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Et donc, vous avez 2% de multinationales et de sociétés étrangères qui contribuent à 80% de la richesse. Donc, en réalité, ça veut dire que si, pour une raison X ou Y, un choc très fort extérieur se produit, que ces 2% doivent plier bagages, évidemment, vous vous retrouvez avec une économie qui se fragilise de façon significative. Comment on arrive à changer ce paradigme? Il faut que ces PME qui représentent 98%, montent en puissance et puissent produire au moins 60% de la richesse, 60 à 70% de la richesse. Donc inverser la tendance de sorte à avoir une économie qui non seulement performe bien, mais qui est aussi structurellement solide. Et c'est pourquoi les PME devraient être une priorité dans ce pays. Donc le cadre créé pour les PME devrait être un cadre prioritaire qui ferait qu'on ait des PME qui soient très solides. Il ne suffit pas de créer des PME chaque année, parce que je vois des chiffres sur les créations des PME chaque année, mais il ne suffit pas de créer des PME. Il s'agit de créer des PME qui soient vraiment solides et qui montent en puissance. Donc évidemment, c'est l'environnement dans lequel ces PME évoluent qui leur permettra justement d'évoluer en termes de renforcement des capacités et tout l'écosystème qui pourrait permettre à ces PME-là d'évoluer. Et justement, ce que vous dites, permettre aux PME de montrer en puissance et tout le reste, c'est un discours qu'on entend bien souvent. On se demande bien c'est quoi la panacée miracle? Quel mécanisme on met en place pour permettre à ces PME, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Ivoiriens créent leur PME, ont des idées, créent des entreprises, mais se heurtent à beaucoup de problèmes, notamment l'accès au financement qui est quasi inexistant dans bien de cas. Donc comment, vous qui êtes spécialiste notamment en économie, comment on arrive justement à permettre à ces PME de monter en puissance? Vous avez parlé de priorisation, mais avec quel acte, par exemple? Déjà, je crois que dans beaucoup de pays africains, y compris celui-là, on infantilise beaucoup les PME. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre les PME par la main. Il s'agit déjà de les responsabiliser et je crois que beaucoup de gens créent des entreprises, pas nécessairement par mimétisme, mais créent des entreprises dans une logique de survie. Il faudrait qu'on crée des entreprises pour créer des emplois, pour créer de la richesse et de la valeur, pas pour survivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on met trop l'accent sur le financement
Le financement, une entreprise qui se crée n'a pas nécessairement besoin de l'État pour se faire financer ou pour se financer. Vous ne créez pas une entreprise pour vous faire financer, vous créez une entreprise pour avoir des marchés. Vous créez une entreprise pour avoir des clients. Donc, l'accent devrait être mis en priorité sur la capacité même de ces PME à pouvoir délivrer leurs promesses aux clients. Quel type de produit vous faites? Est-ce que ce produit correspond à quelqu'un? Donc, la capacité de ces PME à être des PME. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Le renforcement de la capacité de ces PME à être des structures qui pourraient délivrer les promesses qu'elles font à leurs clients. Donc, si on shift l'attention sur le renforcement des capacités des PME, à un moment donné, les PME pourront elles-mêmes se financer. C'est extrêmement important. Et je crois que je pense que le gouvernement ivoirien a mis en place un nouveau système pour créer un nouveau écosystème de PME. On verra ce que ça donne. Celui d'avant ne fonctionnait pas de toute évidence. Et le nouveau système va peut-être fonctionner parce qu'avant, vous aviez un écosystème où vous avez beaucoup de structures qui faisaient quasiment la même chose, qui ne se parlaient pas. Et ça créait une espèce de cacophonie. Et aujourd'hui, il y a une réforme qui est en cours. Et je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle. Maintenant, c'est de voir comment... mais c'est une question... Il s'agit d'organiser les PME. Vous prenez, par exemple, aux États-Unis, il y a le Small Business Administration, donc, qui est une plateforme et une loi mise en place pour les PME et qui encadre les PME, qui crée un environnement qui permet aux PME de vraiment bien se structurer. Aucune loi ne passe au Congrès si elle ne prend pas en considération les intérêts des PME. Vous savez, j'entends souvent, nous sommes un pays libéral, la Côte d'Ivoire est un pays libéral. La Côte d'Ivoire n'est pas plus libérale que les États-Unis, mais il y a une logique, il y a une notion des fois de protectionnisme de ses propres entreprises, de renforcement de ses capacités, de priorité de ses propres entreprises, d'où la notion de champion. On en parle souvent, mais moi je ne vois pas de champion ici. Enfin, je ne suis pas sûr si vous en connaissez les champions ivoiriens. Ce que vous dites, c'est assez choc. Il n'y a pas de champions nationaux en Côte d'Ivoire? Citez-moi quelques-uns. Oh, Stan, ici, c'est moi qui pose la question. Dites-moi, vous. Non, moi je ne pense vous pas que... Vous n'en voyez pas, vous? Je n'en vois pas vraiment. Hein. Je n'en vois pas vraiment. Je crois que ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté, je pense qu'il y a la volonté, puisque c'est dit souvent. Mais on n'a pas de champions nationaux. C'est comment l'organiser. Les champions nationaux doivent être choisis sur des critères économiques. C'est extrêmement important. Lesquels critères? Non, la capacité. C'est-à-dire, vous avez des structures qui existent, qui ont atteint une vitesse de croisière. Et ces structures-là, justement, créer un champion, c'est de créer autour de ces structures-là un cadre qui leur permettrait d'être compétitive localement, régionalement, et de s'exporter. Et c'est une volonté politique de le faire. Hein. Et vous regardez, le Nigeria l'a bien réussi, hein, avec les Dangote, Tony Melulu et j'en cite, je passe les autres. Mais c'est des gens qui existent déjà et qui ont réussi un projet, mais qui ont besoin d'un cadre qui leur permettrait d'atteindre un autre niveau. C'est cela. Ce ne sont pas des entreprises qu'on crée de toutes pièces. Ce n'est pas ça des champions. On ne les crée pas de toutes pièces, ils existent déjà. Peut-être à l'état, pas embryonnaire, mais à un état de développement moyen ou moins avancé, et on crée cet environnement autour de... C'est ça. Et je crois que pour chaque économie, c'est extrêmement important d'avoir ces champions. Vous regardez dans les pays développés, vous avez ces champions-là. Et le rôle que vont jouer ces champions à un moment donné, c'est un rôle de justement rendre l'économie résiliente. Si vous avez... quand il y a des chocs extérieurs, quand il y a des gros chocs, et que les entreprises internationales ferment boutique, ben évidemment, ces champions-là sont là. C'est ces champions qui pourront financer l'économie à travers l'achat d'obligations d'État ou financer des PME. Mais cette notion de champion, elle est extrêmement importante. Il faut que dans chaque pays, les entreprises de ce pays contrôlent l'économie, ça me paraît tout à fait normal. Donc, ce n'est pas en contradiction avec le libéralisme. Ce n'est pas parce qu'on est libéraux qu'on ne crée pas un système de protection de certains secteurs d'activité pour les entreprises locales. Alors, il y a une question qui fait également débat dans la société ivoirienne, Stan Zézé. C'est l'endettement de la Côte d'Ivoire. Un mot là-dessus?
Est-ce Oui. que le risque, la conférence Non, risque-pays se prononce sur cette question d'endettement? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, dans toutes nos analyses, hein, je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est que l'endettement. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens se basent surtout sur le stock de la dette. Donc on voit le stock de la dette, ça paraît mirobolant, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans la dette, c'est est-ce que vous êtes capable de rembourser votre dette? Est-ce que, peu importe le montant, est-ce que vous êtes capable de rembourser votre dette? Et surtout, quel est votre créancier? Donc, capacité à rembourser et votre créancier, donc votre exposition. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un stock de la dette qui est en réalité de 51% de son PIB, donc qui est largement en dessous de la norme de l'UOMA. De la norme de l'UOMA de 70%. Mais son service de la dette qui était de 70% à peu près l'année dernière par rapport à ses recettes est tombé à 48% aujourd'hui, donc qui est raisonnable. Même si la norme recommandée c'est 20%, 48%, c'est quand même raisonnable. Ceci dit, la dette de la Côte d'Ivoire est majoritairement en devises étrangères, 64% il me semble, et c'est là où ça pourrait peut-être poser un problème. Mais il y a un de deux problèmes qui a été déjà résolu, c'est que la dette en dollars a été réduite de façon significative, parce que la dette en dollars pose beaucoup plus de problèmes à cause de la fluctuation du dollar éventuel. Mais elle a été ramenée, le plus gros nombre a été ramené en euros. Donc à cause de l'arrimage, ça représente moins de risques, mais ça représente un risque tout de même, parce que c'est une dette en devises étrangères. On encourage les pays à s'endetter dans leur propre monnaie. Parce qu'aujourd'hui, 64% de la dette totale en devises étrangères, ça peut poser problème. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. La Côte d'Ivoire a la capacité aujourd'hui de soutenir sa dette, c'est ça le plus important. Maintenant, il faut qu'elle réduise son exposition en devises. Parce que l'arrimage entre l'euro et le CFA ne fait pas du CFA à l'euro. C'est cela. Donc à un moment donné, c'est important de réduire cette exposition de façon significative. Alors, beaucoup d'observateurs s'accordent également à dire que l'Afrique, de façon générale, est surendettée. Mais selon vous, l'Afrique n'est pas surendettée, elle est sous-financée. Sous-financée, enfin, je pense que le problème du financement de l'Afrique, la solution du financement de l'Afrique ne viendra pas de l'Occident. Non, ça viendra de l'Afrique. Vous regardez les marchés des capitaux en Afrique, ils sont cloisonnés. Vous êtes dans l'UEMOA, vous ne pouvez pas emprunter au Nigeria. Vous ne pouvez pas emprunter en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas emprunter dans la CEMAC. La première chose, c'est peut-être de décloisonner les marchés des capitaux pour avoir un seul marché africain. Ce serait un marché très large. Quand vous regardez les montants qui sont empruntés à l'extérieur, ce ne sont pas des gros montants. 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, ce ne sont pas des gros montants. Si l'Afrique a un seul marché, ça permettrait au pays de pouvoir emprunter. La deuxième chose, c'est pour pouvoir justement emprunter surtout sur ce marché global, il faudrait que les monnaies soient convertibles en elles-mêmes. Et comme première étape, l'idéal, ce serait d'avoir une seule monnaie africaine. Mais on va commencer déjà par la convertibilité des monnaies. Les monnaies ne sont pas convertibles en elles. Vous voulez faire un achat au Ghana, vous devez passer par le dollar. Vous devez faire un achat ou un paiement en Afrique centrale, dans la CEMAC, vous devez passer par l'euro. Donc évidemment, tous ces freins-là font que justement les marchés africains sont des petits marchés et c'est pourquoi beaucoup de pays se tournent des fois vers l'extérieur. Mais je crois qu'aussi, il y a aussi une autre action qui doit être faite sur approfondir les marchés régionaux ou les marchés locaux. C'est l'offre des produits financiers sur les marchés. Si vous vous rappelez, dans cette région, avant, il n'y avait que les obligations de l'État, les bons de trésor de l'État. Ensuite, ils ont introduit le soukouk. Ça élargit la base des investisseurs parce que certains investisseurs ne se retrouvaient pas dans les obligations ordinaires. Les soukouks sont venus envoyer une autre catégorie d'investisseurs et on a introduit les green bonds, donc les bons verts. Ça a aussi emmené une autre catégorie. Donc, c'est-à-dire chaque fois qu'il y aura de nouveaux produits, il y aura certainement d'autres catégories d'investisseurs qui vont se joindre à la masse et vous aurez des marchés qui seront de plus en plus profonds. Donc, on a les solutions ici en Afrique. Il ne s'agit pas d'aller les chercher à l'extérieur. Pour moi, c'est une fuite en avant. Il est important de s'asseoir, de réfléchir aux mécanismes qui permettraient d'avoir des marchés beaucoup plus profonds, des marchés moins cloisonnés, des monnaies qui soient convertibles en telles et les solutions de financement de l'économie africaine
sont juste là, il faut juste les trouver. Et ces visions, ces prises de position, vous les partagez avec nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement? Écoutez, je partage avec les différentes administrations. Mes interlocuteurs, généralement, c'est les ministres des Finances. Et oui, nous partageons dans nos rapports, enfin, tout est dedans. Mais après, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Nous suggérons, nous faisons des analyses, nous donnons notre opinion. Et après, les différents gouvernements prennent leurs propres décisions. Stanislas Zézé, on va parler un peu de l'actualité internationale, marquée notamment par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Quelle est l'incidence de cette crise sur l'environnement économique africain de façon générale? Je pense qu'on a tendance à exagérer les crises extérieures. Il y a toujours eu des crises dans le monde. Hein. Cette crise elle est plus médiatisée que d'autres crises. Moi, je ne vois pas d'incidence directe. Évidemment, il y a des incidences indirectes, mais il ne faudrait pas qu'on les exagère. J'entends des médias occidentaux parler de la famine en Afrique, mais les Africains ne se nourrissent pas de blé. À cause du blé, à cause de tous les stocks de blé qui sont bloqués en Ukraine, les Africains risquent de connaître la famine. Enfin, on a beaucoup de produits de substitution pour ceux qui mangent le blé. S'il n'y a pas le blé, il y a autre chose. Évidemment. Donc je crois que pour moi, il ne faudrait pas exagérer l'impact que ces crises pourraient avoir sur l'Afrique. On a dit pour le Covid, on a bien vu que l'impact était minime. On a parlé de Ebola qui allait anéantir l'économie de la CEDEAO, ça ne s'est pas produit. Donc à un moment donné, il faut que les Américains soient sereins et qui, par rapport aux crises extérieures, trouvent leurs propres solutions. C'est pourquoi la diversification des économies permet d'absorber toutes sortes de chocs. D'un point de vue économique, est-ce que l'Afrique de l'Ouest doit rester sereine? Vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO, moi je veux parler de la CEDEAO et de l'UEMOA. Est-ce qu'on peut rester serein économiquement parlant quand on a eu des coups d'État dans 3 pays de la sous-région, que les choses ne semblent pas s'améliorer du côté, par exemple, du Mali, avec l'embargo de la CEDEAO contre le pays jusqu'à ce qu'il y ait des élections libres et ouvertes. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour la Guinée. Est-ce qu'il y a une incidence sur l'économie de la sous-région? Écoutez, je pense que de toute façon, c'est reçu. Le Mali est certainement dans une situation très difficile à cause de l'embargo. Mais vous savez, c'est des questions politiques qui vont certainement évoluer et trouver solution, parce qu'il me semble qu'il y a des pourparlers qui sont en cours. Il y a un sommet des chefs d'État à venir. Mais je pense que l'économie de la sous-région se porte bien. En termes d'évolution, se porte plutôt bien. Et les coups d'État, pour moi, ce sont des choses qui, ça ne devrait pas se produire parce que c'est toujours une très mauvaise façon de changer si vous voulez, de pouvoir politique. C'est pas quelque chose qu'on devrait applaudir, quelles que soient les raisons pour lesquelles il y a des coups d'État, c'est des choses à condamner. Mais l'impact des coups d'État aujourd'hui n'est plus pareil qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, même en termes de risque pays, quand les militaires prennent le pouvoir, la première chose qu'ils disent et qu'ils ont compris, c'est de respecter tous les contrats et tous les engagements pris par le pays. Donc le risque est amoindri par rapport à il y a 30 ans où quand il y avait des coups d'État, tout était bloqué, tout était arrêté. Et ceci dit, il est extrêmement important de peut-être revoir un peu les paradigmes, les modèles politiques qui sont choisis par les États africains, de sorte à éviter ces coups de force. Donc il y a une vraie réflexion à faire sur les modèles politiques africains. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de revoir les différents modèles politiques pour qu'ils soient certainement plus adaptés à l'évolution de l'environnement social de chaque pays. D'ailleurs, pendant la conférence, on en parlera, c'est un des thèmes, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'extrêmement important au vu de tout ce qui se passe. Est-ce que les modèles politiques que les pays africains ont adoptés, la majorité, parce qu'il y en a qui ont d'autres systèmes, d'autres modèles politiques, est-ce que ce sont les modèles politiques qui sont adéquats au nouvel environnement, à l'évolution de l'environnement? Et ces réflexions-là, vous les évoquez dans la conférence RIS-Pays? On les évoque parce qu'il y a un panel qui parlera justement d'un nouveau éventuel paradigme politique. En effet. Pour assurer la stabilité. C'est cela. Alors, avant de vous permettre de répondre aux questions de nos internautes, j'ai bien envie de vous demander pourquoi il est si important finalement pour une institution, pour une organisation ou un pays de se faire noter. Écoutez, c'est extrêmement important parce que la notation financière, qui est différente de
l'analyse de risque pays, dont la notation financière permet d'établir votre crédibilité. Et vous savez que dans toutes les relations, que ce soit les relations nationales et internationales, la crédibilité est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est votre crédibilité qui va vous permettre d'avoir des partenaires, c'est votre crédibilité qui va attirer des gens, c'est votre crédibilité qui va faire qu'on va vous financer. Donc votre crédibilité va déterminer votre capacité à rembourser, votre volonté à rembourser. Donc c'est extrêmement important. Chaque pays africain devrait établir sa qualité de crédit à travers la notation financière et en monnaie locale, dans sa propre monnaie. Parce que la notation financière en devises étrangères ne détermine pas votre qualité intrinsèque de crédit, elle détermine votre capacité à rembourser en devises étrangères. Ça veut dire que vous pouvez être, c'est pas parce que vous êtes pauvre en euros que vous êtes pauvre. Vous pouvez être très riche en CFA et pauvre en euros parce que vous n'avez pas d'euros. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes pauvre? Non. Pas du tout. Donc c'est important que les pays se fassent noter dans leur propre monnaie d'abord pour établir leur qualité de crédit intrinsèque. Et ensuite, si vous allez emprunter en dollars, oui, que chaque pays africain se fasse noter dans sa propre monnaie. Très bien. Stanislas Zézé, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question avec le concours de la réalisation nous vient d'Adama Koulibaly qui dit « Avez-vous été employé dans une entreprise avant de créer la vôtre ?» Bon, évidemment, je connais la question, mais la réponse, mais je vous la laisse. Oui, si, j'ai été employé. Pendant combien d'années? Et que je pense pendant une dizaine d'années. Une bonne douzaine d'années. Hein. Je travaillais à la Banque mondiale à Washington, à National Bank of Detroit, à Ann Arbor, Michigan, à l'Institut international pour l'économie à Washington, à la Banque africaine de développement et à Shell Oil Product Africa, avant de créer Bloomfield en 2007. Bien sûr. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est Jean-Martial Kofi qui nous dit en français facile, qu'entendez-vous par notation et en quoi peut-elle améliorer la situation économique d'un pays? Je pense qu'on a répondu à cette question tout à l'heure. On poursuit. La prochaine question nous vient de Élisée Bach qui dit « Les agences de notation européennes ne tiennent pas compte de l'environnement africain, ce qui favorise notre continent sur le marché financier. » Votre avis? Oui, je pense qu'on a déjà répondu, mais je vais répondre quand même. Oui, et c'est ça, c'est-à-dire que la perception biaisée des agences de notation internationale fait que le coût du risque est exagéré pour les pays africains, donc renchérit le coût de l'argent pour les pays africains à l'extérieur. Mais je pense que ces 10 dernières années, les investisseurs ont commencé à comprendre qu'en réalité, ces qualités de crédit ne correspondaient pas réellement à la capacité intrinsèque des pays africains à faire face à leurs obligations financières. La preuve, vous avez vu, plusieurs pays ont emprunté à des taux négatifs, parce que justement, les investisseurs de plus en plus se rendent compte. Et je crois que le travail que nous faisons depuis 15 ans est venu consolider cette idée que les investisseurs se rendent compte de plus en plus qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc nous leur apportons cette bonne information-là. Donc aujourd'hui, il y a une évolution et maintenant, il est important que les pays africains se concentrent justement sur avoir une notation qui soit contradictoire et qui permettrait à l'investisseur d'avoir une plus large visibilité sur leur qualité de crédit. C'est cela. Alors, la prochaine et dernière question nous dit « Les banques ivoiriennes fonctionnent comme le porte-monnaie des usagers sans plus. » Votre avis? Alors, c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux banques de ne pas accompagner les PME, notamment. Oui, mais je pense que peut-être que les banques ont du mal à percevoir le risque des PME. C'est vrai que je dis souvent aux banques qu'il faut qu'elles adaptent leur politique de gestion de risque à leur environnement. Il ne faudrait pas qu'elles attendent que ce soit leur environnement qui s'adapte à leur politique de crédit. Et je parlais tantôt de la responsabilisation des PME. Il faut que les PME aussi comprennent que quand on emprunte, on rembourse. On ne prête pas aux riches, on prête à ceux qui peuvent rembourser. Donc je crois que de part et d'autre, il y a un travail à faire pour que les PME comprennent qu'elles doivent monter non seulement patte blanche, parce que les banques ont pour vocation de prêter. Donc quand une banque ne veut pas prêter, c'est peut-être parce qu'elle estime que le risque est trop élevé. Mais il faut aussi que les banques comprennent qu'on ne demande pas systématiquement une garantie. Cette probabilité de défaut, enfin pour déterminer cette probabilité de défaut, il faut faire des analyses. On ne peut pas demander systématiquement une garantie. Et même quand on fait une analyse, qu'on demande une garantie, ça veut dire que la garantie devrait avoir un impact sur le coût de l'argent. Vous ne pouvez pas demander une garantie à 100%
Si vous demandez une garantie à 100%, ça veut dire que le risque il est couvert à 100%, vous ne pouvez pas demander des taux d'usurier de 15%, de 12%. Voilà. Donc je crois que de part et d'autre, il y a un gros effort à faire. Les banques, c'est d'adapter leur politique de crédit à leur environnement, de comprendre qu'il y a certains paramètres qualitatifs qui sont des fois plus importants que les paramètres quantitatifs et que les emprunteurs comprennent aussi qu'il est important d'établir la qualité de crédit ou de prouver la qualité des crédits et quand ils empruntent, de respecter les contrats qu'ils signent. Stanislas Zézé, nous voici au terme de ce numéro de Sans Réserve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous ne vous déroberez pas à cette question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Sans réserve. Merci beaucoup. Rendez-vous jeudi prochain pour la conférence Risque Pays. Merci infiniment et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est ici que ce numéro de Sans Réserve prend fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ouvrez grand les yeux. Celui qui arrive justement est notre mentaliste. Il aime jouer avec nos sens, avec la psychologie des choses. Ou peut-être vous allez voir de vous-même. Je vous ai pas tout dit au fait. Le gâteau, en vrai, il fait très mal. Entre le hasard et la coïncidence, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas? Et je vous ai fait confiance. Surtout, ouvrez grand les yeux. Ouvrez grand les yeux, présenté par Eric Omboa ce samedi à 20h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, être un homme et exercer un métier dit féminin, les portraits de 3 d'entre eux qui nous ont ouvert leur